Là, on est sur ma terrasse. C'est comme un navire. Bonjour David Jayes. Bonjour Myriam Ankawa. Vous êtes essayiste, enseignant à Sciences Po et un peu avant la crise, vous avez publié un livre, Slow Democracy, dans lequel vous nous invitiez à mieux maîtriser la mondialisation grâce aux nations. Ces États-nations, aujourd'hui, semblent être redevenus une forme d'horizon indépassable. On le voit bien, que ce soit en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, chacun y va de sa stratégie. Est-ce que c'est réjouissant ce retour-là en force des États-nations ou c'est pas un peu désespérant? Alors, je ne sais pas si c'est réjouissant ou désespérant, mais ce qui est certain, c'est que face à une crise de cette ampleur, qui touche à la santé et donc à la vie des gens, puisque là, on est sur l'essentiel, hein, la sûreté, la santé, la sécurité, c'est l'essentiel pour les gens. On a une réaction un peu instinctive du social. Vous avez vu les solidarités qui s'expriment localement, au niveau familial, amical, professionnel. Et vous avez de manière plus politiquement organisée des solidarités qui s'expriment au niveau national. C'est comme ça que j'interprète par exemple les fermetures de frontières un peu désordonnées qui se sont produites en Europe au début de la crise, parce que l'État-nation, dans cette logique qu'on connaît depuis Hobbes finalement, c'est celui qui nous protège, qui protège la vie. Et lorsque l'épidémie est là, d'une certaine manière, la vie est en danger. Et c'est au rôle de l'État régalien de protéger la vie. En quoi, au fond, ces nations peuvent être une opportunité, selon vous, aujourd'hui, dans cette crise? Je pense que lorsque la mondialisation, qui en réalité est une sino-américano-globalisation, hein, s'est développée à partir de la fin des années 1970, on a considéré que la priorité, c'était la libération des flux de capitaux, de marchandises. Et au fond, on a un peu oublié que la démocratie et la solidarité sociale s'étaient construites dans les frontières des différents États-nations et que ça reposait sur un certain nombre de compromis, par exemple le droit du travail, par exemple la solidarité sociale, et que ces compromis, au fond, ils étaient très importants pour les gens. Et quand on a ouvert les vannes, en quelque sorte, des circulations de capitaux ou de marchandises, on a pu mettre en danger ces compromis. Et c'est aujourd'hui ce qu'on redécouvre avec une certaine acuité, par exemple, notre incapacité à avoir une autonomie stratégique sur des biens aussi essentiels que les principes actifs des médicaments, les respirateurs, les tests. Dans la critique que vous faites de la mondialisation, vous ne la faites pas comme étant la cause de ce qui nous arrive, mais plus une forme d'accélérateur, c'est ça? Ah, ça n'est au fond ni la cause ni l'accélérateur, c'est plutôt le milieu dans lequel se déploie cette crise. C'est vrai que le virus a été un peu l'agent de l'intérieur des voies de la mondialisation, puisqu'il s'est propagé en quelques jours de son épicentre qui est Wuhan au reste du monde en empruntant en quelque sorte les voies aériennes avec les passagers. Mais ça n'est pas pour autant que la mondialisation doit être stigmatisée comme une cause de ce qui nous arrive. En revanche, c'est effectivement une crise dans la mondialisation. On voit bien ce confinement planétaire, la moitié de l'humanité est claquemurée chez elle aujourd'hui. Et donc, il faut être capable d'imaginer une autre gouvernance ou une autre architecture de la mondialisation qui permette d'éviter la répétition et la multiplication de ces crises. Et cette autre gouvernance que j'appelle de mes voeux, bien sûr, elle fait une plus grande place à l'autonomie stratégique, aux États-nations et à d'autres dimensions que la seule dimension économique. Alors un État stratège, un État qui reprend une forme de souveraineté stratégique sur certains biens communs comme la santé, à quoi ressemblerait-il? Déjà, moi, la métaphore que j'emploie souvent, c'est celle de l'écluse. C'est-à-dire qu'il faut se représenter la mondialisation comme un grand fleuve sur lequel tout circule. Sauf que entre les différents États-nations, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des droits du travail différents, il y a un rapport à la question sociale qui est différent, et puis il y a aussi des systèmes productifs qui sont plus ou moins polluants. Et l'enjeu d'une écluse, c'est quoi? C'est de s'adapter en quelque sorte aux différences sociales, culturelles, environnementales des nations, par exemple en mettant un ajustement carbone aux frontières. Donc l'idée, c'est pas tant de démondialiser ou de supprimer la mondialisation, ce qui paraît être un vœu pieux. La mondialisation n'est pas un phénomène on-off. On n'est pas soit dans la mondialisation, soit dans la démondialisation. Mais c'est plutôt de construire une architecture dans laquelle les compromis sociaux, les compromis démocratiques sont mieux pris en compte. Et ça suppose effectivement une action beaucoup plus résolue
de la puissance publique, à commencer par l'État. Vous parlez par exemple de reprendre le contrôle des biens publics hors marché. Exemple. Eh bien, de manière très concrète, la santé ou l'environnement, ce sont des biens publics qui sont hors marché et qui, eux, ne connaissent pas les frontières. Et vous voyez, quand on a mis en place cette mondialisation dans les années 1970, on a dit que tout circule, les marchandises, les capitaux, mais on n'a rien fait pour les biens publics mondiaux. Regardez l'échec des COP successives, regardez l'échec du pacte mondial pour l'environnement qu'avait proposé la France et qui a été sèchement retoqué en 2017 à Nairobi par la Chine, le Brésil, les États-Unis. Donc vous voyez bien que cette mondialisation, elle va bien tant qu'elle encourage la libre circulation des marchandises ou le dumping, mais en revanche, elle ne fait rien sur les biens publics comme la santé ou l'environnement. Donc l'enjeu, en fait, ce n'est pas de démondialiser, mais c'est plutôt de remettre la mondialisation sur ses pieds, de la refaire marcher à l'endroit en priorisant les biens publics mondiaux, en priorisant les comportements coopératifs, mais en revanche en redonnant aux États-nations des marges de manœuvre stratégiques lorsqu'il s'agit de se protéger ou même plus largement de préserver leurs compromis fondamentaux. Vous croyez qu'on peut changer à ce point de vision, de modèle économique à la faveur de cette crise ? Je pense de toute façon que le choc que nous avons connu et que nous sommes en train de connaître et qui va encore durer des années parce que les conséquences économiques, sociales et politiques de cette crise seront absolument considérables. Je pense que c'est un point d'inflexion majeur dans l'histoire, comme avaient pu l'être les deux guerres mondiales ou l'année 1968, eh bien, va induire un certain nombre de positions politiques totalement nouvelles par rapport à ce qui était véritablement là le monde d'avant. Qu'est-ce que vous répondez, David Giles, à ceux qui vous disent mais on va avoir besoin de la mondialisation pour repartir, on va avoir besoin de la mondialisation, du rebond, de la croissance chinoise pour que nous, on puisse aussi retrouver un début de croissance? D'abord, la croissance chinoise, vous avez vu le choc que la Chine a connu durant les 2 premiers mois de l'année 2020. Ce choc a profondément affecté toutes les économies très dépendantes de la Chine, que ce soit les économies européennes ou l'économie américaine. Vous voyez bien que le commerce international s'est effondré les 3 premiers mois de l'année 2020, moins 35% selon le FMI et l'OMC. Et donc, ce qu'il va falloir apprendre à faire, ce n'est pas à démondialiser, encore une fois, mais c'est à mieux se protéger et surtout à resserrer, à recentrer, à relocaliser nos chaînes de valeur stratégiques, c'est-à-dire les actifs qui sont essentiels. Regardez par exemple les protéines végétales comme le soja, qui sont nécessaires pour les animaux d'élevage et qui sont nécessaires pour l'industrie agroalimentaire en général. L'Europe importe 90% de ces protéines végétales, notamment en provenance du Brésil. Je pense aussi à la technologie. Il y a de multiples sujets qui mériteraient une réflexion stratégique et pas simplement de considérer que tout doit circuler dans tous les sens et que, par exemple, un steak ou un avocat doit traverser sur des porte-containers les 5 mers et océans avant d'arriver dans l'assiette des consommateurs. Pour revenir à la question des États, dans cette crise, il y a eu, et notamment dans l'aspect sanitaire, d'énormes problèmes de réactivité. L'État central, bureaucratique, avec une administration lourde et des procédures à respecter qui n'ont pas permis de la fluidité, de la réactivité. Il faudra tirer les leçons de ça aussi pour l'après ? Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que cette crise, elle a été à la fois le révélateur de l'impérieuse nécessité d'avoir un État presque obésien au sens de Hobbes, vous voyez, qui protège l'essentiel, comme je vous le disais tout à l'heure, la sûreté, la sécurité, la santé. Et en même temps, on a pu constater effectivement un certain nombre de défaillances, de lenteurs, et ce n'est pas propre à la France, c'est propre à un certain nombre de pays d'Europe occidentale ou aux États-Unis. Et donc l'enjeu qu'il va falloir avoir, c'est effectivement l'enjeu de la refondation de l'État, pas simplement comme cette entité surplombante, vous voyez, qui est au-dessus de tous les acteurs, qui est très verticale, etc., mais plutôt comme cette entité collaborative qui est capable de passer, on va dire, des alliances ou de travailler de manière coopérative avec un certain nombre d'acteurs, à commencer par les collectivités locales, qui sont absolument nécessaires, mais aussi les entreprises, les associations et plus largement la société civile. Mais au-delà de ça, il y a une dimension de l'État qui est complètement à inventer, c'est l'État résilient. C'est-à-dire l'État qui est capable de nous adapter aux crises, à l'incertitude, parce que nous entrons dans un contexte d'incertitude. Il y a eu cette crise pandémique à laquelle personne ne s'attendait 3 semaines avant le début de la vague en Europe, mais il y aura demain, il y a déjà le changement climatique avec ses effets dévastateurs
des feux de forêt incontrôlables en Australie, des villes qui connaissent la chaleur et la sécheresse au cœur de l'Europe occidentale. Et ça va nécessiter, si vous voulez, qu'on reconstruise un État résilient, très différent de celui qui a fait fonctionner durant le XXe siècle. On parle beaucoup d'un repli ou d'un risque de repli national. On a vu surtout que les États populistes ou les régimes ou les systèmes politiques populistes, voire autoritaires, ne s'en sont pas mieux sortis que les démocraties libérales. Bonne nouvelle ? Ils s'en sont même plus mal sortis. Vous voyez, par exemple, la communication erratique de Donald Trump, ou même la situation en Hongrie où Viktor Orban a en quelque sorte profité de cette crise pour faire passer en contrebande ce dont il rêvait depuis toujours, c'est-à-dire la suspension pure et simple de l'état de droit. Donc effectivement, je pense que ça n'est pas une aubaine pour les populistes, cette crise, parce qu'ils ont fait la démonstration de leur amateurisme, de paroles parfois erratiques, de décisions peu coordonnées, et surtout d'une défiance vis-à-vis de la science qui est problématique, parce que dans un moment de crise comme ça, vous avez besoin d'éclairer plus que jamais vos décisions sur des analyses scientifiques rigoureuses. Enfin, David Jaisz, il y a cette comparaison incessante entre les États dans cette crise. Qui va gagner, qui va perdre la gestion de cette crise sanitaire? Elle va laisser des traces, cette comparaison. Cette comparaison, les gens ne peuvent pas s'empêcher de la faire, parce que d'abord, tous les jours, nous sommes abreuvés d'informations en provenance du monde. J'ai dit dans un article récent, nous n'avons jamais pris autant de nouvelles du monde. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que cette crise est ce que j'appelle une crise monde, c'est-à-dire une crise qui fait qu'on regarde tous les pays du monde en même temps, un peu comme pendant la Seconde Guerre mondiale, on regardait ce que faisait l'armée russe, ce qui se passait au Brésil, les alliances de Franco, etc. Et là, si vous voulez, c'est pareil. Vous regardez ce qui se passe dans tous les pays du monde, et il y a des comparaisons qui sont faites, qui sont, à mon avis, totalement morbides et inopportunes, parce que ce n'est pas une compétition, et ça devrait même être une coopération. Mais j'y vois un enjeu existentiel pour la démocratie libérale. C'est la capacité à démontrer sa résilience et son efficacité, une résilience et une efficacité supérieures aux régimes autoritaires. Parce que vous voyez que les régimes autoritaires ont déjà commencé l'offensive pour montrer que leur système de gouvernance est plus efficace pour faire face à ces crises. Donc il y a vraiment un enjeu existentiel pour la démocratie de montrer que des décisions éclairées par la science, la liberté de la presse, la transparence sur les données et sur les informations qu'on communique, et aussi une relation de confiance entre le gouvernement et le public sont absolument non seulement meilleures que ce qui existe dans les régimes autoritaires, mais nécessaires pour surmonter cette crise sanitaire et éviter qu'elle ne dégénère en une gigantesque crise sociale, politique et une crise de civilisation. Merci David Jaisz. Merci beaucoup.